l'établissement de l'Europe et Schengen et tout, il y a d'aussi grandes frontières entre la France et la Belgique, et en tout cas peut-être entre certaines parties de Paris et la Belgique. Parce qu'effectivement, il y a des articles qui visiblement n'arrivent pas à Paris. Et je pense que peut-être aussi il y a des manières de lire les articles qui n'arrivent pas à Paris. Donc regardons un petit peu ensemble. Donc pourquoi voudrait-on contrôler la tachycardie? D'une part, c'est vrai que sur papier, ça peut induire une ischémie myocardique, ça peut limiter le remplissage vasculaire et c'est associé à un mauvais devenir, et tu l'as bien montré. Et effectivement, je m'attendais à ce que tout le monde cette étude ici, où effectivement nos amis autrichiens ont montré qu'en faisant des histologies de patients décédés, puisque c'est quand même des cœurs qu'on a analysés en histologie, on voyait effectivement des toxicités de catécholamine dans 90 à 100% des patients investigués. Waouh! On les a tous tués. On a tous tués, et évidemment, le problème, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les patients qui étaient traités avant par bêta-bloquant ou pas. Donc, ça ne semble pas trop protecteur, et même quand on donnait d'autres vasopresseurs, ça ne changeait rien. Et là aussi, effectivement, il n'y avait pas vraiment de différence entre les catécholamines exogènes et endogènes, et peut-être plus important, c'est qu'ils mouraient tous. Et donc, c'était quand même un petit peu hypotendu avant d'arriver à la morgue. Et les effets d'hypotension étaient peut-être au moins aussi marqués que les effets du restant du traitement. Alors, oui, il y a des lésions, mais ça peut être le sepsis des catécholamines. Et il n'y a pas d'argument que diminuer le support adrénergique change quoi que ce soit, puisque remplacé par la vasopressine, ça donnait les mêmes lésions. Et les traitements avant par bêta-bloquant ne changeaient rien à tout ça. Alors, tu nous as dit effectivement, le laboratoire, c'est génial, ça nous montre que c'est bénéfique, et tous les animaux supportent ça. Là aussi, je veux dire, visiblement, c'est là que c'est utile de voir PubMed, parce que ça aide à voir d'autres études. Et donc, effectivement, on peut regarder déjà, ne fût-ce que cette première étude ici, d'Auckland, qui nous montre effectivement, dans différents modèles, que, ça diminue la fréquence cardiaque, et effectivement, le volume éjecté était maintenu chez les animaux, dont on peut se poser la question sur le remplissage vasculaire, mais soit, qu'effectivement, ça a un effet sur la contractilité, ouais, ça diminue un peu la contractilité, mais que dans l'ensemble, effectivement, le volume éjecté était maintenu quand même chez ces animaux. Et qu'en termes de performance myocardique même, ça améliore tout ça. Donc, effectivement, tu nous dis, les bêta-bloquants, tout est bon. Mais est-ce que, première chose, nos patients meurent réellement de problèmes myocardiques? Ça, c'est peut-être la question. J'ai plus l'impression quand même que nos patients décèdent des conséquences d'une hypoperfusion tissulaire et autres, avec des dysfonctions d'organes, plutôt que réellement l'infarctus et le grand surdécalage ST chez nos patients. Et, mine de rien, dans des études comme Rivers et autres, on nous montre qu'effectivement, une réanimation précoce agressive est associée à des diminutions de phénomène inflammatoire, probablement parce qu'effectivement, même l'apoptose est diminuée, probablement peut-être parce qu'il y a un lien tout à fait net entre l'hypoxie et l'inflammation, là aussi extrêmement bien mis dans cet article de Carmelite publié il y a quelques années. Quel est l'impact des bêta-bloquants sur la perfusion tissulaire et la fonction des organes? On ne sait pas trop bien. D'une part, effectivement, il y a ce premier point ici qui nous montre que, en termes de pression artérielle, tout était nickel. Et donc, au passage, mine de rien, on peut dire que c'est une belle grosse infection, parce qu'en tout cas, un choc, il y a peu d'arguments. Et effectivement, dans ce contexte-là, c'était relativement bien toléré. Dans l'autre étude que je vous ai montrée au départ, regardons ici encore une fois les pressions artérielles de ces animaux. On a effectivement une pression artérielle à 130 de systolique, des lactates qui sont largement inférieurs à 2. Peu d'arguments pour dire que ces animaux étaient vraiment en choc septique quand on leur a donné ça. Puis une étude que tu connais bien, effectivement, qui nous montre que les bêta-bloquants sont bien tolérés et il n'y a pas de modification bien significative de la pression artérielle ici. On est d'accord. Mais quand on regarde vraiment les valeurs de pression artérielle qui sont atteintes en fin d'expérience, on est aux alentours de 100 dans le groupe contrôle, 55, 56 dans le groupe traité. Je pense que Pierre Asfar et Sepsispam vont se retourner dans leur tombe. Si on dit qu'effectivement, 55, on est bien, on est content, il n'y a aucun problème lié à ça. Et puis, on peut voir d'autres études chez l'homme. Encore une fois, ici, cet article assez intéressant. Un des premiers à mettre de l'esmolol, effectivement. 10 patients en choc septique. Fréquence cardiaque, 142 au départ. Moi, j'en ai pas beaucoup à 142 dans mon service, mais bon, soit. Qui descendent à 112. Ça, c'est la fréquence plus habituelle qu'on voit. Et effectivement, des cardiaques, ils sont tous contents. Il n'y a pas eu de grosse modification. Mais regardez encore une fois, il diminue même la norépinéphrine, mais la pression artérielle, 85 de moyenne, avec une petite dose, c'est pas vraiment un patient en choc non plus.
peut-être quand même un petit mot de prudence, parce que quand on regarde les effets des bêta-bloquants dans d'autres circonstances, c'est pas toujours ça. Ici, on a des animaux, on regarde leur perfusion hépatique, et on voit qu'effectivement, dobutamine améliore ça, mais des bêta-bloquants, bouf, on la diminue, c'est peut-être pas le meilleur choix. D'autres arguments pour dire que les bêta-mimétiques sont parfois utiles, améliorent la perfusion microcirculatoire, dans le foie, dans l'intestin, et, waouh! Dans le foie, encore une fois, mais non seulement ça, mais ça améliore les signes d'hypoxie, puisqu'effectivement, le potentiel redox est diminué, et patatras, on met des bêta-bloquants, on a une augmentation de celui-ci. Je dis, ok, c'est juste un potentiel redox, c'est pas bien grave, on peut juste regarder la survie d'une cellule. Ah ben ouais, la survie de la cellule ici, la mort cellulaire est plus importante ici quand on a une mauvaise perfusion, on donne des bêta-mimétiques, on améliore ça, on donne des bêta-bloquants, on augmente le taux de mort cellulaire. Mort cellulaire, hépatique, c'est pas bien grave, on s'en fout, on est d'accord. Donc on peut regarder dans d'autres circonstances. Ici, l'ischémie-perfusion, Julien Pottier qui montre quoi? Qu'effectivement, les bêta-mimétiques, ça améliore, les bêta-bloquants, ah ouais, ça dégrade les choses. Donc je pense que les bêta-mimétiques, c'est peut-être pas toujours mauvais, bêta-bloquants, c'est peut-être pas toujours bon, on est bien d'accord. Ici, la survie de ces cellules, ouais, elle diminue assez fort, effectivement, quand on mettait des bêta-bloquants chez ces patients. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on prend vraiment des patients ou des animaux un petit peu plus sévères que bêtement un peu d'infection, un peu de tachycardie et la température? Peu de modèles dans l'exercice expérimental. Il y a effectivement certaines études qui nous montrent ici qu'effectivement, ah ouais, c'est bien, c'est ce qu'on nous a montré, par rapport au contrôle, les bêta-bloquants, ça améliore la survie. On a oublié de dire que c'était un pré-traitement. Et on regarde la même étude en post-traitement, ah ouais, ça n'est plus vraiment efficace. Et on regarde d'autres études ici, ah oui, encore une fois, pas beaucoup d'effets dans la péritonite, pas beaucoup d'effets dans la péritonite ici non plus, en termes de survie. Donc effectivement, si on le donne en pré-traitement, quand on donne de l'endotoxine chez quelqu'un qui va bien, qui fait une petite grippe, ça peut être bénéfique. Le patient de réa, on aura des doutes. Encore un autre ici qui nous montre qu'effectivement, les bêta-bloquants, ça diminue malheureusement un petit peu la survie, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, et qu'effectivement, la dobutamine améliorée, les bêta-bloquants, la diminuent la survie. Bon, ça, c'est pas très bon. Et qu'est-ce qu'on a donc chez les patients en choc septique? Bon, on a effectivement une première étude ici qui nous montre que être traité avant d'être malade par des bêta-bloquants, c'est vrai que ça donne l'impression qu'on a une meilleure survie. Et donc, c'est peut-être quelque chose qui est pas mal. Est-ce que ce sont un bêta-bloquant? Est-ce que c'est d'autres aspects? C'est difficile, mais en tout cas, c'est peut-être pas mauvais, effectivement. Mais, faisons attention, les 3/4 de ces patients n'avaient aucun signe de dysfonction d'organes. Et donc, encore une fois, c'est une infection un petit peu sévère. Des bêta-bloquants avant, c'est bon. Le choc, on verra bien. Une étude de faisabilité ici chez l'homme, encore une fois, rétrospective chez les patients qui sont... Enfin, il faut le faire, hein, donc c'est une étude rétrospective chez les patients, chez des gens qui donc utilisent systématiquement des bêta-bloquants chez les patients en choc septique. Donc voilà, il y a des gens qui le font déjà, hein, on dit que c'est investigationnel, et là, en 2008, c'est publié. Et donc effectivement, déjà, au passage, mine de rien, c'était du choc septique, mais avec des pressions artérielles, vous verrez ici, qui sont quand même pas trop mauvaises. On commence à 85, on termine avec des 87, 90 voire, et donc c'est pas mauvais, et pas beaucoup de problèmes, si ce n'est un petit peu, effectivement, un petit peu de diminution de débit cardiaque quand même chez un 6e des patients, et besoin quand même chez un 6e également des patients, d'augmenter les doses de milrinone, qui, si disant en passant, va quand même un petit peu stimuler le bêta, peut-être pas sur le récepteur lui-même, mais dans la cellule, et donc on va peut-être freiner d'un côté, accélérer de l'autre. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours efficace dans ces cas-là. Et alors, l'étude de Morelli. Ah oui. L'étude de Morelli, ça, évidemment, c'est toujours assez intéressant de voir les études de Morelli. Et donc, une étude randomisée, positive, comme la plupart de son curriculum, disons-le, hein, et qui nous montre quoi? Qu'effectivement, les bêta-bloquants diminuent la fréquence cardiaque, et n'oubliez pas que cette étude, le primary endpoint, on a fait tout un débit sur quel est le but primaire d'une étude. Le but de cette étude, c'était de voir si les bêta-bloquants diminuent la fréquence cardiaque. Et donc, le fait que les bêta-bloquants diminuent la fréquence cardiaque a valu à Morelli d'être publié dans le JAMA. Peut-être pas uniquement, mais enfin, en tout cas, c'était en tout cas ça l'effet primaire de cette étude. Pas d'effet sur la pression artérielle, de fait. Pas d'effet sur le débit cardiaque, c'est ce qu'on dit. Une petite augmentation non significative du débit du volume éjecté, ce qu'on aurait pu effectivement avoir si on remplit mieux les patients. Et puis, il faut peut-être faire attention dans la manière dont les données sont présentées. Le premier point, quand vous lisez, et je vous l'ai mis ici dans le résumé, vous l'avez dans le texte exactement, on vous dit exactement quoi. Pour l'hyperlactatémie, la courbe,
enfin l'air sous la courbe pour l'esmolol était de moins 0,1, ça veut dire que ça descend plutôt, tandis que, et c'était un P quand même 0,07, elle était à plus 0,1, pardon, dans le groupe contrôle. Ça veut dire que, fondamentalement, le lactate va diminuer dans le groupe esmolol et va augmenter dans le groupe contrôle. Ça, c'est pas bon, on est d'accord. Regardons donc les chiffres. Et donc, effectivement, on voit que c'est l'air sur la courbe ici, le P à 0,06. Ici, c'est 0,07, là, c'est 0,6. OK, c'est une petite erreur, c'est pas bien grave. Mais là, c'est peut-être pas une petite erreur. Dans le groupe témoin, dans le groupe esmolol, on passe de 1,5 à 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Et donc, c'est ça, le lactate qui descend. Et dans le groupe contrôle, on monte le lactate de 1,9 à 2, oui, mais 1,9, 1,7, 1,5. Donc, finalement, vous êtes passé d'1,9 à 1,5, vous êtes descendu de 0,4, et on vous dit ici, oh non, on dit, les gars, vous êtes en train d'augmenter le lactate, hein, c'est pas bon. Ah ouais. Ça, c'est l'interprétation statistique de Morelli. Mais évidemment, ces données-là, vous le voyez que dans le supplément électronique, et la plupart des curieux n'auront évidemment regardé que les 3 lignes de l'abstract, on est d'accord. Et puis, effectivement, le débit cardiaque. Pas de modification de débit cardiaque. L'hémoglobine, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de modification de l'hémoglobine. On passe de 9 à 9, on passe, enfin, 9 à 8,7, mais ici de 9,1 à 8,5, exactement les mêmes modifications. La saturation, 100, 100, 99, 100, on a exactement les mêmes modifications de saturation, c'est-à-dire nulle, d'hémoglobine à peu près nulle, et débit cardiaque qui se maintient. Donc, le transport en oxygène, il va être identique. Eh ben non. Là, on a un transport en oxygène qui, dans le groupe esmolol, passe de 560 à 439, une diminution de moins 100, et c'est même significatif. Et l'autre, il passe de 479 à 475 par modification. Là, les gars, comme funambule, c'est pas mal, hein, parce que les mathématiques vous disent que le transport en oxygène, c'est le débit cardiaque fois l'hémoglobine fois la saturation. L'hémoglobine ne bouge pas, la saturation ne bouge pas, le débit cardiaque ne bouge pas, mais le transport en oxygène diminue. Chapeau. Je ne sais pas comment on fait ça, et en plus, on a le JAMA. C'est pas mal. Et alors, on regarde la mortalité. Et on regarde la mortalité, effectivement, c'est quand même pas mal. Hein. Là, donner l'esmolol, ça permet de diminuer cette mortalité de 80% dans le groupe contrôle à 20-30 jours, jusqu'à, effectivement, plus que 50%. Et si vous regardez, puisqu'on aime bien les longs termes, c'était 90 et quelques % de mortalité à 3 mois. Je pense qu'il vaut mieux éviter d'avoir une maladie un peu sévère à Rome, on est d'accord. Mais donc, enfin, en tout cas, d'aller dans cet hôpital-là, puisque 90% des chances, vous êtes mort quand vous passez dans cet hôpital. Heureusement, Morelli, là, il vous sauvera avec ses bombes bêta-bloquants, on est d'accord. Mais donc, on regarde les critères d'inclusion. C'était quoi? C'était être dépendant de bêta-bloquants, être dépendant de vasopresseurs et avoir une fréquence cardiaque supérieure à 100 à la 24e heure. Et c'est pour ça qu'il y a une mortalité si élevée, c'est ce qu'il nous a tous dit. Donc on va regarder dans d'autres études. Nous, on va regarder bêtement nos données. Et on va regarder bêtement nos données, et effectivement, ceux qui avaient ces critères en jaune ou ceux qui n'y avaient pas, ben, il n'y a pas vraiment de grosses différences. Et vous voyez que dans les deux cas, en tout cas, il n'y a aucun qui a reçu des bêta-bloquants ici. Ils avaient la mortalité du groupe contrôle de Morelli. Du groupe de bêta-bloquants de Morelli. Donc je pense qu'effectivement, il y a peut-être des choses là qui sont un petit peu bizarres, qui semblent expliquer cette mortalité, et pour lesquelles il faut probablement faire les choses avec beaucoup de prudence. Et puis, faisons quand même attention. Nos amis cardiologues, ils reviennent un petit peu des bêta-bloquants. Et donc ça, c'est une étude assez intéressante dans l'étude Triomphe. Vous vous souvenez, c'était l'étude où on faisait un LNMA dans l'infarctus, dans le choc cardiogénique, après infarctus du myocarde. Et vous voyez qu'effectivement, ici, ils ont regardé ceux qui, malgré, puisque donc les cardiologues sont des pros des bêta-bloquants, ils ordonnent à tout le monde, à tout ce qui bouge, et donc y compris les patients qui étaient en choc cardiogénique, donc les amis cardiologues en ont donné. Et donc ils ont regardé ici, dans ce groupe-là, ceux qui recevaient en noir des bêta-bloquants, ils avaient un taux de mortalité beaucoup plus important que les patients qui n'avaient pas de bêta-bloquants dans le choc cardiogénique. Alors, on va peut-être suivre, hein, peut-être qu'effectivement on reviendra à raison dans quelques temps, mais pour l'instant en tout cas, malheureusement, certains de nos collègues, dont Gilali peut-être, sont en train de pousser pour être des bêta-bloquants dans le choc. Eux moins, les cardiologues ont pris et ils nous disent les bêta-bloquants, oui, chez le patient stable, chez les patients en choc, soyez prudents. Et donc effectivement, ça c'est encore une fois, cette pratique thérapeutique était indépendamment associée avec une mortalité plus importante. Voilà, donc, bêta-bloquant en sepsis,
Probablement, oui, chez le patient qui a un petit sepsis sans organe dysfonction, et Gilles ne nous contrariera pas pour dire que finalement, ça n'est probablement pas un sepsis, et en tout cas, dans quelques mois, on ne parlera probablement plus de sepsis quand on a ce type de pattern-là. Chez les patients qui ont une dysfonction d'organes sans signe d'hypoperfusion, on peut toujours le discuter, et probablement surtout après équilibration hémodynamique, au bout d'un certain temps, probablement que ça peut avoir un certain sens. Mais dans le sepsis avec signe d'hypoperfusion, pour moi, c'est clairement pas le moment de le faire. Et en tout cas, pour les gens dans la salle, je pense que ça reste une pratique expérimentale. Et voir des rapports observationnels de 40 patients qu'on a déjà traités sous bêta-bloquants, quand on voit le truc des Autrichiens, c'est probablement pas tout à fait éthique. Et que je pense que dans ces conditions-ci, vu les données de littérature, vu les données expérimentales, je pense qu'il faut effectivement avoir un consentement éclairé avant de donner des bêta-bloquants dans ce type d'études. Je vous remercie pour votre attention.